Vu de l'extérieur, l'univers des jeunes des cités nous apparaît souvent comme un monde de violence, de trafic, d'affrontements entre bandes au son du rap et avec des odeurs de hashish. Ces adolescents à la dérive, que l'on épingle souvent sous le nom de racailles, Père Philippe, vous les connaissez bien. Depuis une quinzaine d'années, dans les quartiers proches de Marseille, à Marignane, puis à Istres, vous les accueillez, vous les écoutez le jour et parfois la nuit. Vous êtes prêtre de l'Église catholique, mais aussi éducateur. Dans votre livre, publié chez Salvatore, Cité du cœur avec les jeunes de la rue, vous nous invitez à découvrir l'univers de ces jeunes au-delà des clichés de certains clips ou de certains reportages télé. Alors Père Philippe, si j'étais venu vous voir il y a une vingtaine d'années et que je vous avais dit que vous deviendriez éducateur, vivant avec les jeunes des cités, vous m'auriez cru ? J'aurais sans doute eu tendance à le croire parce que la rencontre avec ces jeunes, elle était improbable, mais s'est imposée comme une évidence. C'est-à-dire, du moment où ces jeunes sont entrés dans mon église la première fois, alors que je ne l'avais pas prémédité, et qu'ils m'ont attiré vers leur univers de rue, de violence, de bruit, mais aussi d'amitié, de solidarité, de partage, absolument extraordinaire en humanité, un chemin a été entrepris qui ne pouvait plus faire machine arrière. Vous ne pouviez pas faire autrement ? Je ne pouvais pas faire autrement. Sans doute qu'à ce moment-là, je ne pensais pas être éducateur un jour. Ça s'est imposé avec le temps, parce qu'il y avait la nécessité, à un moment donné, de poser un cadre essentiel à tout travail éducatif, parce que le cœur, c'est important, il ne faut pas le perdre, mais ce n'est pas suffisant. Non, mais c'était pas un désir de votre part de devenir éducateur avec ces jeunes-là. C'était pas une vocation d'éducateur que vous aviez. C'est difficile à répondre parce que très tôt, en fait, ça s'est imposé à moi. J'ai souvenir, lorsque j'étais au séminaire, d'un séjour auquel j'avais participé avec des jeunes dont je ne faisais pas partie, j'étais là pour une autre raison. Je m'étais intégré à une rencontre avec ce groupe qui était accompagné par un prêtre sur un sujet de discussion qui était la science et la foi. Et lorsque j'ai demandé à prendre la parole auprès de ces jeunes, les mots venaient tout seuls. Et le retour de ces jeunes a été tel, à la surprise de moi-même et de tout le monde, que j'ai pris conscience qu'en fait, j'aimais ça. J'aimais m'adresser à eux, que j'avais des choses à leur dire, et que les mots venaient spontanément en leur présence, et que le retour de leur part était tel, leur demande était telle, que ça a fait naître en moi un appel. Alors, vous m'avez gentiment accueilli chez vous. On est entouré de photographies, de fonds sous-marins, d'objets de voyage. Votre rêve, quand vous étiez enfant, c'était pas de devenir prêtre ou de devenir éducateur de rue ? Absolument pas. Très loin de là même. J'ai une passion innée pour la mer, la nature en général. J'observais les oiseaux lorsque j'avais 14-15 ans et des jumelles trouvées dans l'armoire de mon père. J'ai commencé à la plongée sous-marine très tôt. Je n'ai jamais arrêté. Je suis niveau 3 aujourd'hui. C'est un garde-fou d'ailleurs très important pour moi. Les fonds sous-marins, la nature, les dauphins dont j'étais fan. Je voulais être reporter indépendant et photographier la nature à travers le monde. Voilà, je me rêvais Nicolas Hulot. Qui est là, qui est en photo avec vous, ici dans un coin. Ouais. Votre foyer familial aussi était propice à l'amour, oui. Complètement à l'opposé de ce que vous nous décrivez de ces jeunes qui souvent n'ont pas de foyer familial, ou alors c'est des familles qui sont en souffrance ou éclatées. Vous, ce n'est pas votre cas. Il n'y a pas de cas de figure unique chez ces jeunes. Chacun a une histoire bien singulière concernant les familles. En ce qui me concerne, non, c'était pas mon cas. J'ai eu la chance d'être dans un foyer familial simple. Mon père était ouvrier, travaillait dans les usines de raffinerie de pétrole à Berre. Ma mère était au foyer, donc j'ai été entouré d'amour, de tendresse, de présence, d'écoute toute mon enfance. Fils unique. Fils unique, arrivé sur le tard, quasiment inespéré. Donc j'ai eu la chance, malgré tout, d'avoir une famille nombreuse grâce à des oncles, tantes, cousins, cousines qui se sont chargés de me sortir de mon cocon de fils unique, ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, heureusement. Mais j'ai appris par mes parents le sens de l'écoute, de l'observation, du temps. Je savais m'amuser seul, j'ai appris à observer la nature, à découvrir les espèces. Ça, je le leur dois. On partait en Haute-Savoie, voilà. Mais c'est intéressant, Père Philippe, parce que ce que vous nous décrivez là, c'est pas du tout ce que vivent la plupart des jeunes avec qui vous êtes, avec ces jeunes, comme on dit, ces jeunes de banlieue, qui souvent sont en bande, ils sont pas seuls. Ils aiment pas être seuls, on va en parler. La nature, ça les intéresse pas, ou du moins, ils connaissent pas, ils sont au pied des immeubles. Vous venez d'un univers qui est complètement différent du leur.
Oui, je n'ai pas vécu en cité. Donc j'ai tout sauf la gueule de Pascal le grand frère, on peut le constater. Donc je ne suis pas un violent, j'en impose pas naturellement. Or, je m'aperçois depuis 15 ans que je fais ce boulot, qui est pour moi plus qu'un boulot, c'est vraiment une part de ma vie, que j'obtiens en retour le respect de ces jeunes-là. Je me dis, tiens, comment ça se fait? Et j'ai compris, après plusieurs années de pratique, que ce qui est important pour eux, c'est ce que nous sommes réellement. Ils n'attendent pas qu'on se donne un genre ou un style éducateur, musclé, etc., mais que l'on soit soi-même en vérité et droit dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Qu'est-ce que c'est justement être soi-même face à des jeunes qui sont des dealers de hache, qui sont des petits voyous, qui cassent, qui partent avec leur moto sur une roue, parce que c'est ça que vous nous décrivez aussi dans Cité du Cœur, votre livre. C'est cet univers-là dans lequel je me suis retrouvé presque malgré moi, parce qu'un jour ils m'y ont invité, ils m'ont dit viens nous voir au quartier. Je suis venu au quartier. Je ne me suis pas donné une posture autre que ce que je suis et ce que tu me vois actuellement. J'étais moi-même, mais face à eux, sans détour, en les regardant vraiment, en les écoutant vraiment. C'est ça qui a fait la différence. Racontez-nous ce qui s'est passé la première fois où vous avez été en contact avec ces jeunes-là. La toute première fois, j'enseignais un groupe de servants d'hôtel, d'enfants de cœur, des ados, des grands jeunes. Vous étiez séminariste. J'étais séminariste à l'époque, à Istres, ici dans les Bouches-du-Rhône. Et le samedi après-midi, avec un autre apprenti prêtre, qui est devenu prêtre aussi de son côté, on avait le groupe des servants d'hôtel. Donc on les enseignait sur la messe. Entre dans l'église un groupe de jeunes, 5 jeunes, je les connais encore, ils sont adultes aujourd'hui, on se voit toujours, 3 musulmans, un juif, un chrétien. Je ne parle pas de pratique religieuse, je parle de culture. Ces jeunes rentrent dans l'église, je ne les avais jamais vus. Casquette à l'envers, tu vois un peu le tableau. En moi-même, je dis, qu'est-ce que je fais? Et les paroles qui me sortent, salut les mecs, venez rentrer si vous voulez, asseyez-vous, c'est pour vous aussi ce que je raconte. On imagine le contraste entre les serveurs de messe et puis ces jeunes, quoi. Et tous les serveurs de messe se sont retournés, ils ont dû se demander d'où ils sortent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont eu peur, non? Je pense pas qu'ils aient eu peur, mais ils ont doute été surpris. Je commence à parler à ces jeunes, je m'adresse à eux, vraiment. Et je pense que c'est ça qui est important. Et les jeunes ont senti de suite. Au début, ils s'étaient rentrés pour se marrer. Au bout d'un moment, ils ne se marraient plus. Ils m'écoutent un bon moment. Ils viennent à moi. Ils me serrent la main. Ils me disent franchement, merci. Ça fait du bien. Et ils me posent des questions. C'est quoi ici? Et là, cet endroit dans l'église. J'explique un peu les différents lieux de l'église. Ils s'en vont. Et là, de manière irrésistible, je dis à mon pote étudiant, écoute, reste avec les enfants de cœur. Je vais voir ces gars dehors. Je sors de l'église. Ils étaient là. Donc je commence à discuter avec eux, vous venez d'où, etc. Eux, là, ils commencent à me brancher. Alors, tu vas être curé, mais alors tu n'auras pas de femme, comment tu vas faire? Donc, on commence une discussion un peu à brûle-pourpoint. Et puis cash. Hein. Et puis très très cash. Ah oui, très très cash. J'ai dû le corps dans le livre pour ne pas choquer avec tout ce qui peut se dire avec ce type de jeunes au niveau du langage. Mais j'ai essayé de leur répondre en vérité. Voilà. Sans en faire ni plus ni moins, simplement en vérité. Visiblement, ça leur a plu, puisque quelques temps après, je leur avais dit, les gars, si vous voulez me voir, je suis là le week-end. Quelques temps après, le curé arrive complètement affolé. Il me dit, mais écoute, c'est quoi tous ces jeunes? Ils rentrent en plein mariage dans l'église, ils te cherchent, je les ai jamais vus. Et là, j'ai été stupéfait. Je dis, ah bon? Je dis, écoute, c'est les jeunes de notre ville. Peut-être qu'on devrait s'occuper d'eux aussi. Je les revois dans la rue. Et c'est là qu'ils m'ont dit, viens nous voir au quartier. J'arrive le soir même avec ma fiesta, j'avais une Ford Fiesta à l'époque, qui depuis a rendu l'âme. Je trouve une bande de 15 loulous, avec toute l'ambiance que tu peux imaginer, le cannabis, le rap à fond, en bas des blocs, en bas des immeubles. Là, les mecs ont été stupéfaits, et non plus des mordus. Tous les week-ends, ils étaient là. Et ils m'ont entraîné dans leur univers. Ça a été une période d'apprentissage absolument essentielle pour moi. Visage, RCF. Alors Père Philippe, vous êtes invité par ces jeunes à venir dans leur quartier. Vous, cet univers-là, vous ne le connaissiez pas. Comment vous avez fait pour entrer en relation avec eux? Et ça fait 15 ans que ça dure, 15 ans que vous êtes amis avec ces jeunes, comme on dit, ces loupards, la racaille, enfin tous les noms qu'on leur donne. Je me suis laissé guider. En fait, comme je te le disais, c'était pas quelque chose de prémédité. Je ne suis pas arrivé là en me disant, tiens, je vais m'occuper des jeunes des quartiers. Certainement pas. J'étais là en formation pour être prêtre, point à la ligne. Donc, comme je le disais, ça s'est imposé à moi. Entrer en relation avec eux,
ça passe souvent par un premier contact. C'est-à-dire qu'il y avait ce petit groupe qui, eux, m'ont introduit dans leur univers. Une fois que tu connais un ou deux jeunes, tu rentres dans l'univers d'eux. Tu peux pas arriver comme ça à l'improviste. D'un coucou, c'est moi, les jeunes, je vais m'occuper de vous. Les mecs te prennent pour un guignol, disent d'où il sort celui-là, ça marche pas comme ça. Encore que, à Marignane, j'ai osé le faire. Lorsque j'ai été nommé mon premier poste, donc tout jeune prêtre, à l'époque, j'avais encore quelques cheveux sur la tête. Il m'en reste, mais plus beaucoup. J'arrive dans cette paroisse, je ne connaissais plus personne. Il faut voir qu'en formation, je voyais tous les week-ends 50 à 60 jeunes de différents quartiers. Et là, plus personne. J'ai dit au bon Dieu, écoute, trouve-moi vite des jeunes ici, sinon je vais me faire chier grave. Pardon l'expression, mais c'est comme ça que je me suis exprimé dans ma prière. Je sors de l'église, mais vraiment, je ne suis pas marseillais, authentique. Je sors de l'église, il y avait 5 lascars qui étaient avachis sur les marches de l'église. Alors, pire encore que les autres, d'énormes lunettes sur la tronche, la casquette, le survêt, les baskets, comme tu peux l'imaginer. Je me suis dit, c'est eux. J'ai demandé, le Seigneur donne. Je m'avance vers eux. Salut les racailles, ça va? Vous adressez comme ça? Oui. Salut les racailles. Ah, clairement. Je les vois toujours. Alors, les mecs, quand ils m'ont vu, on en reparle des fois, on se marre quand on rigole de ça, parce que ce sont des pères de famille. Ces gars-là, ils avaient 16-17 ans. Les mecs me regardent, je commence à leur serrer la main, ils me disent, t'es Schmitt, donc flic. Ah, je dis non, mon pote, je suis le nouveau curé, je viens d'arriver. Pas curé, mais pour eux, c'est la même chose. Le curé, c'est le patron de la paroisse, mais dans leur tête, Prêtre, le curé, vicaire, ça veut rien dire. Donc, je suis le curé, je viens d'arriver. Mais ils me disent non, c'est pas possible. Les curés, d'abord, ils nous parlent pas, puis ils sont pas habillés comme toi. On a l'habitude. T'es flic en civil, tu viens parler aux jeunes. Je dis non, mon pote, viens, je te présente le curé de la paroisse. Le mec, il ressort, il dit à ses potes, bon sang, c'est vrai, c'est un curé. Ben ça alors, on n'a jamais vu un curé comme ça. Et puis, de discussion en discussion, ils ont vu que je connaissais leur univers, leur rap et tout ça. J'étais à bonne école pendant les 3 années précédentes. Et ils n'ont plus démordu. Tous les jours, ils étaient là. Ils frappaient à la porte du presbytère. J'étais obligé de leur dire, mais les gars, je ne peux pas être là tout le temps que pour vous, parce qu'ils sont insatiables. Une fois qu'ils ont trouvé des personnes qui les écoutent, qui s'occupent d'eux, c'est une révolution. Alors ça, c'est une clé pour arriver à comprendre finalement le besoin de ces jeunes. Oui. Parce que quand on vous lit, Père Philippe, on se rend compte que ces jeunes-là, qui nous font peur, hein, ce qu'on appelle ces racailles-là, finalement, ils ont beaucoup de fragilité en eux. Comme tout être humain, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. D'où les racismes, d'où les a priori, etc. Quand on connaît l'autre, on franchit la barrière et on découvre la personne humaine qui se cache derrière. Mais ça vaut pour toute relation humaine. Oui, mais là, attendez, vous le reconnaissez, ces gars-là, ils font peur. Oui. Ces gars-là, ils dealent, enfin, c'est pas des enfants de cœur, c'est le cas de le dire. Ils ne dealent pas tous, mais de fait, quand on ils volent, on a plutôt tendance à changer de trottoir. Et je sais pas, c'est peut-être une grâce du bon Dieu, ça faudra lui demander, mais je n'ai pas cette peur-là. Vous l'avez jamais eu? Je ne l'ai jamais eu. Quand j'étais ado, pourtant, je craignais ce genre de jeunes. Quand j'avais le même âge, jamais une seconde j'aurais pensé m'occuper un jour de ce type. Jamais. Pas un instant. Ah non, j'étais à 1000 lieues. C'est ça qui est le plus étonnant d'ailleurs. Hein. Je constate que Dieu fait des choses avec des mecs qui n'en sont pas capables. Donc je pense que je suis absolument pas capable à la base de ce boulot-là. J'ai été initié à ce travail parce que j'étais obligé de me convertir, non pas à une autre religion, mais à un autre regard, qui n'était plus celui de « je vais annoncer ma foi, parler de la Bible, de Jésus ». J'en parle, évidemment que j'en parle, je suis prêtre d'abord. Mais je vais devoir comprendre, découvrir qui est l'autre. Et qu'est-ce qu'il a à m'apporter, lui? Peut-être que Dieu est déjà présent. Ce n'est pas moi qui vais lui amener. Je vais peut-être, je dis bien peut-être, l'aider à le découvrir lui-même, à se découvrir meilleur que ce que lui pensait. Mais je dois moi aussi me convertir à ce regard sur l'homme. Alors Père Philippe, j'aimerais que vous nous aidiez justement à poser un regard sur ces jeunes-là. On ne va pas tomber dans les caricatures, mais j'aimerais justement, vous dites que les médias présentent trop souvent de manière caricaturale ces jeunes des banlieues. Alors vous qui les côtoyez depuis 15 ans, qui partagez leur quotidien, qui les accueillez dans le centre que vous avez fondé, on va en parler, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre un peu qui ils sont, comment ils fonctionnent. Alors, qu'on s'entende bien, je ne suis pas un spécialiste de la jeunesse des banlieues et de l'éducation, loin de là. Je ne peux donner que le regard qui est le mien
et d'autres. Non, mais ça fait 15 ans que vous les côtoyez quand même. Ah oui, vous en avez côtoyé beaucoup, non? De fait. Et lorsque je me suis initié à ce monde des cités, des quartiers, qui est celui que vous voyez à la télévision, avec des scooters qui font des lèvres le soir, le bruit, la musique à fond, les voitures brûlées, j'ai été dans ce monde-là. Et il m'arrive d'y retourner un petit peu de temps en temps. Et j'ai découvert une humanité d'abord. Des êtres, comme tu le disais, fragiles, comme on peut l'être toi et moi, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres, on a besoin d'une famille, on a besoin d'écoute, on a besoin de tuteurs, de modèles qui nous aident à avancer. Et eux, ils les ont, ces tuteurs, ils les ont, ces modèles, ils ont cette famille aimante qui les aide à grandir. Il y a quand même des familles, il y a des parents vraiment admirables. Il ne faudrait pas simplifier, dire bah non, c'est à cause des parents. Je l'ai entendu. Non, c'est pas vrai, c'est pas si simple. C'est tout un contexte. Effectivement, il y a de grandes lacunes. Un père absent pour certains, des violences, des familles complexes, la précarité, le chômage. Beaucoup de situations. Mais décrivez un petit peu, parce que dans votre livre, vous en parlez. Oui. Par exemple, l'absence du père, Oui. ça revient quand même souvent, non? Ou alors le père qui est présent, mais qui a des rapports violents avec son fils. C'est un constat que moi et l'équipe avec qui je travaille faisons en permanence. Dans l'immense majorité des situations rencontrées auprès de ces jeunes, il y a une absence du père. Ça, c'est vrai. Je prends pour exemple les tournois de foot qu'on a organisés pendant des années. On avait entre 150 et 200 jeunes à chaque tournoi de foot. Moi qui ne suis nul au foot, mon père a joué en première division, t'imagines. Mais alors moi, laisse tomber, tu mets un ballon, tu prends peur. Mais organiser ces tournois avec des mecs de quartier qui savaient arbitrer et organiser, s'entourer de gens qui savent faire, ça c'est une clé. On avait 150 à 200 jeunes toute la journée. 5 darons étaient là, 5 papas. Peut-être maximum. Et là je me dis, mais où sont les parents ? Qu'y a-t-il de mieux à faire un dimanche après-midi que de venir voir son môme jouer au ballon? Et toute la journée, j'entendais. Eh, Père Philippe, tu regardes, hein? C'est moi qui joue maintenant. Oui, mon pote, t'inquiète, je regarde. Père Philippe, t'as vu? C'est moi qui ai mis le but. Oh, fantastique, t'es un chef. Ce regard-là, Thierry, le regard du père. Et là, j'ai pris conscience qu'il manquait ce regard-là. Non pas que les pères soient pas là, il y en a qui ont des familles, je te redis, magnifiques, qui ont des difficultés à même. Donc il faudrait pas simplifier et trop schématiser. Mais d'une manière générale, c'est vrai que beaucoup des jeunes qui viennent à nous ont des difficultés dans la relation avec le père. Soit un père absent, soit des relations complexes, et qui a besoin de cette figure paternelle. Nous ne remplaçons pas, je le dis souvent à ceux avec qui je travaille, nous ne remplaçons pas les parents, attention, mais nous représentons cette figure paternelle. Donc nous sommes pour eux un exemple, un modèle, d'où l'importance de bien travailler notre manière d'être, nos paroles, notre façon d'être vis-à-vis d'eux, en face d'eux. Et la précarité, ça c'est une réalité. Terrible. C'est une réalité dans ces banlieues. Est-ce que les fins de mois sont vraiment difficiles? Oui, pour beaucoup de familles, oui. J'ai vu des mômes souvent les yeux écarquillés devant les gâteaux qu'on peut nous donner parce qu'on a des associations qui nous donnent. Père Philippe, je peux prendre un gâteau? Ben oui, bien sûr, vas-y, prends. Tu me fais un chocolat au lait? Oui, vas-y. Tu sais, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Comment ça? Des mômes qui ont 15-16 ans quand même. Ben oui, ma mère, elle a plus rien, le frigo est vide, tu comprends, c'est difficile. Mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude. T'as l'habitude? Oui, mais tu bosses, tu fais des stages. Oui, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude, c'est comme ça, c'est la vie. Alors là, tu te sens d'abord très petit. Lorsque les gens nous disent, oh là là, ce que vous faites avec les jeunes, c'est formidable. Je dis, non, on va bien s'entendre. Les héros, c'est eux. Parce que eux, la précarité la vivent. Moi, je ne la vis pas, la précarité. Eux, oui. Et tous les jours, ils se battent pour avancer et tracer un chemin malgré tout. Et quand un môme de 19-20 ans te dit, tu sais, je veux pas dealer. Moi, vendre de la drogue, ça me plaît pas. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'avoir un métier, etc. Mais tu comprends, il n'y a plus rien chez nous. Il y a mes petits frères, on a la dalle. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce que je fais. Je sais que c'est pas bien, mais qu'est-ce que je fais? Quand je sais qu'en une journée, je peux me faire la réponse. Évidemment, je leur explique. Ben non, c'est pas bien, il faut trouver un boulot, il faut avancer, tu peux faire. J'explique tout ça. Mais au fond de mon cœur, je me dis, mon vieux, mets-moi à sa place. Qu'est-ce que je ferais? Quand on n'a pas connu la faim, on peut avoir des discours sur les jeunes, les banlieues, etc. Mais quand on n'a pas connu soi-même la faim quotidienne, l'absence, le frigo vide, il faut le voir avec des petits frères et sœurs. Alors, Pierre Philippe, je vais faire l'avocat du diable, excusez-moi, mais il y a des gens qui vont vous dire, non mais ces gens-là, en France, avec toutes les aides qu'il y a, toutes les aides pour le logement, avec toutes les aides pour les familles, qui savent pas gérer aussi, ils savent pas gérer leur argent. Écoute, moi, je suis pas dans les petits papiers des aides sociales.
Mais ce que je constate sur le terrain tous les jours, c'est pas ça. C'est pas des gens qui ont des tas d'aides sociales et qui, du coup, en profiteraient ou le gaspilleraient. Ce n'est pas ce que je constate. On a parfois certains grands jeunes adultes qui, effectivement, ont du mal à gérer l'argent qu'ils vont avoir, donc qui ont besoin d'être éduqués et d'être accompagnés dans ce domaine, ça c'est vrai. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'ils gagnent des 100 et des 1000. Hein. Beaucoup de familles, les familles en tout cas, celles que je côtoie, et peut-être que d'autres éducateurs ou parleraient autrement, mais pour ce qui est de mon expérience personnelle, je constate que les familles vraiment essayent d'apporter le meilleur à leurs enfants, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi les emmener à l'école, et pas du tout gaspiller leur argent pour n'importe quoi et se retrouver du coup sans ressources. Ça, ce n'est pas ce que je constate au quotidien. Alors, sans doute que des situations comme ça existent. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis bien conscient qu'il doit y avoir dans certains quartiers des familles qui abusent gentiment des aides sociales. Certainement. Pour ceux que je côtoie à titre personnel, ce n'est pas le cas. La précarité, elle est réelle. Sans compter les jeunes qui se retrouvent hors de leur famille très tôt. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai échangé avec des nouveaux là, qui viennent dans notre local, qui ont entre 18 et 25 ans. Et l'un d'eux me confiait comment son père l'avait mis à la rue à l'âge de 16 ans, pour des raisons que je ne détaillerai pas. Et il m'expliquait comment il s'est débrouillé avec sa copine à l'époque. Aujourd'hui, il a 3 enfants, il a son appartement, et il travaille. Et croyez-moi, c'est pas quelqu'un qui abuse des aides. Il a dû se battre et trouver des logements comme il pouvait. La place d'un père, la place d'une mère dans une famille, la place de 2 êtres chers sans cesser mais pour la vie, unis par leur volonté, par les sentiments en commun, simplement réunis et on craint rien, enfin c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu c'est la vie, puis-je donner mon avis, faut que je reste en dehors de ça. Quand l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi, voilà ce qu'il en est, et ce n'est pas autrement. Comprends tant d'engouement pour l'histoire de mes tourments, le temps évolue. J'ai fait face aux soucis, j'ai grandi. Maman est là, mais papa est parti. Et là j'ai compris que t'as préféré tourner la page. J'étais pas du voyage, dire que je te croyais au paradis. Vu que l'alcool fait des ravages, tu t'es pas rattrapé. Et sans même te retourner, je t'ai vu t'éloigner du rivage. Est-ce dû à ta vie merdique? J'en sais trop rien, devenu alcoolique. Et tu fais du mal au tien. Combien de fois tu l'as vexé? Combien de fois t'étais pas là? Combien de bleus sur ses bras? Car quand on aime, on compte pas. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Père Philippe, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de votre expérience de prêtre éducateur dans les quartiers autour d'Istres, Marignane et jusqu'à Marseille. Ça fait 15 ans que vous êtes en contact avec les jeunes des cités, comme on dit. J'aimerais qu'on parle de ce qui apparaît quand même assez régulièrement aussi dans votre livre, c'est la place du hashish. Vous l'avez rapidement évoqué. Il y a beaucoup de consommateurs parmi les jeunes que vous voyez. Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, on va parler d'abord sur l'aspect consommateur de hash, ces jeunes qui fument. Aujourd'hui, on est là, certains s'interrogent sur la légalisation du hashish. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les effets du hash sur les jeunes que vous côtoyez? Désastreux. Je le dis clairement, c'est un désastre. Le cannabis, comme beaucoup de choses, comme l'alcool pour d'autres, c'est un palliatif. Un jeune fume pas pour le plaisir en général, mais pour oublier, pour se calmer, pour penser à autre chose, pour ne plus penser, tout simplement. Ce n'est pas une bonne chose, évidemment. C'est addictif? C'est addictif, clairement. Alors, plus ou moins, certains vont fumer un joint comme ça. D'abord, tous ne fument pas, il faut le savoir. Nous n'avons pas que des jeunes fumeurs. Là aussi, attention aux a priori, aux stéréotypes. Mais il y en a pas mal, parce que quand vous décrivez vos soirées au pied des immeubles et tout, il y a l'odeur du hash. Cannabis, j'ai eu à parfois à faire ouvrir les fenêtres dans certains lieux pour dire, écoutez les gars, moi je vais finir gazé, donc vous ouvrez et vous ne fumez pas avec nous. Dans nos locaux, c'est une règle absolue. Je ne veux pas voir un joint ni à l'intérieur ni dehors. Si vous fumez, c'est dans votre quartier ailleurs. Jamais en présence de l'équipe ou des autres jeunes dans nos locaux, ni dans nos activités. Ça, c'est une condition sine qua non. Quand vous les emmenez en sortie, ils n'ont pas le droit de fumer. Mais bon, dans leur vie quotidienne... Dans leur vie quotidienne, alors, le drame, il est là. Le cannabis, comme toutes les addictions, sont là pour pallier à un manque. Un vide terrible parfois. Et on a des discussions avec les loulous à ce sujet. Hein. Ils vous disent pourquoi ils fument? Et certains me le disent, oui, ils me disent, mais tu comprends, je sais que c'est pas bien. Donc le discours moralise, on sait pas bien, ils le savent, tout ça. Je sais que c'est pas bien, mais tu comprends, ça me calme. Parce que des moments, j'en peux plus de ma vie.
Et ça, il te le dit, j'en peux plus de ma vie. À la maison, c'est le bordel, j'en ai marre. Ma vie, elle est nulle, je dors pas, je suis angoissé. C'est ça aussi. La racine souvent de la violence, c'est cette angoisse première. Qui porte en eux, qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir, que peut m'apporter cette société autour de moi. Donc ils vont compenser par le groupe, la bande, mais aussi voilà, les addictions. Donc c'est pas en faisant des leçons de morale qu'on aide les jeunes à sortir d'une addiction, c'est en lui proposant quelque chose de mieux. J'ai pu constater dans mon expérience depuis 15 ans que la plupart des jeunes qu'on a aidés à sortir peu à peu de ces addictions et qui ne fument plus et qui te le disent, tu sais j'ai arrêté, hein, parce que j'en connais plusieurs qui ont arrêté, vraiment. Et qui te le disent et qui en sont fiers. J'ai arrêté de fumer, j'en ai plus besoin. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, ils ont leur vie, un petit appartement, un boulot, et parce qu'ils savent que des personnes pas meilleures que les autres ont fait ce qu'on peut à notre niveau, mais des personnes sont là qui répondront présent quoi qu'il arrive. Ça n'a l'air de rien, Thierry, mais de savoir que quelque part des gens sont là pour t'écouter, pour t'accompagner si tu en as besoin, peuvent aider à arrêter des addictions. Je sais que je ne suis plus seul. Et ça, vous insistez beaucoup sur l'écoute, qu'il y ait quelqu'un avec eux pour les écouter. Vous avez passé beaucoup de temps, vous, énormément beaucoup de nuits, à écouter, et encore actuellement. J'y passe des journées parfois entre le local, la rue, à écouter, à être là. Père-Fils, je peux te parler, t'as un moment, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de te voir. D'accord, bon, mais tu viens à telle heure, on discutera. Et c'est le quotidien, qui s'ajoute à tout ce que je vis évidemment comme prêtre, d'abord. Alors Père Philippe, je voudrais qu'on reste un peu sur ce sujet de la drogue, parce que aussi l'image que l'on a de l'extérieur, c'est que ces banlieues que vous côtoyez sont des lieux de trafic de drogue, voire même des lieux de non-droit où on charbonne, hein, c'est ça l'expression. On charbonne, oui. On charbonne, donc c'est-à-dire qu'on fait du commerce de drogue. Et j'aimerais qu'on voit à partir de votre expérience un peu la réalité. C'est une réalité. Il y a beaucoup de lieux où il y a du trafic de drogue. C'est une réalité, il faut être clair, bien sûr. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de Marseille, non, je ne travaille pas sur Marseille. Je sais que vu de Lyon ou de Paris, Istres... Oui, Istres, c'est à côté de Marseille, donc c'est Istres, et puis vous avez été à Marignane. Voilà, j'étais à Marignane pendant 8 ans. Juste à côté de Marseille. J'ai fait mes premières armes avant de devenir éducateur. Ensuite, j'ai fait le diplôme d'éducateur. Mais le trafic de drogue, oui, il existe. Là aussi, ne fantasmons pas trop. Il n'y a pas des trafiquants à tous les coins de rue, mais c'est une réalité. Donc, certains jeunes que je connais, hélas, parfois, sont impliqués là-dedans. Oui, mais alors attendez, c'est une grosse tentation quand même. Vous nous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Oui. Quand on sait qu'en trafiquant du hash, on peut gagner plus que son père, si on l'a, qui travaille. Oui, sauf que c'est un salaire, hélas, très provisoire. Hélas, ou tant mieux d'ailleurs. Et c'est là, souvent, j'articule mon discours en leur disant, mais mon pote, c'est bien, c'est vrai que tu te fais de l'argent, mais combien de temps ça va durer ? Parce que tôt ou tard, tu vas te casser la gueule, tôt ou tard, tu vas plonger. Plonger, c'est la prison. Quoi. Après, ça veut dire la prison. Peut-être que tu auras à rembourser des sommes importantes. Et au final, ta vie, elle sera bousillée. Et puis, ta copine, elle restera peut-être pas avec toi si tu fais 2 ans de tôle. Et puis, tes gosses, qu'est-ce que ça va représenter pour eux si tu es père de famille un jour ? Et ça les fait réfléchir. Donc, mais en même temps, quand tu trouves pas de travail, que t'as pas envie de faire des boulots difficiles et mal payés, c'est tentant, non ? Évidemment que c'est tentant. D'où le travail que nous faisons avec l'équipe. Pourquoi on a ouvert un local ? Pourquoi on a mis en place des activités éducatives avec des subventions de l'État, etc. Pour justement, moi, mon temps ne se passe pas à traîner dans les quartiers. Ça, c'est une époque, j'irai pas révolue, mais presque. Mon travail aujourd'hui, il est centré sur le travail éducatif avec l'équipe avec laquelle je travaille, pour des jeunes qui veulent s'en sortir. C'est-à-dire, s'ils viennent vers nous, c'est que de fait, ils ont des problématiques, mais qu'ils ont le désir d'en sortir. Sinon, ils ne viendraient pas vers nous. Le jeune qui veut rester dans le trafic, il va pas venir nous voir. Il va venir me saluer, Père Philippe, mais il ne viendra pas participer à nos activités. Il a fait un choix, j'en ai connu, qui me saluent avec beaucoup de respect, mais qui ne vont pas fréquenter notre structure. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils ont envie de décrocher je sais pas, je connais pas les tarifs, et d'ailleurs l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie relativise pas mal. Ils disent qu'il y a 2 catégories. Il y a les gros trafiquants, les gros bonnets, qui eux gagnent beaucoup d'argent. Eux, je les côtoie pas. Alors eux, c'est les énormes sommes. Et puis il y a ce qu'ils appellent les smicards du trafic. C'est les petits dealers, et eux qui gagneraient pas tant que ça finalement. Voilà, ils gagnent pas tant que ça, mais suffisamment quand même. Je me rappelle d'un jeune qui m'avait dit un jour, tu vois, regarde, avec ce que je me gagne là en vente de drogue, je ne vais pas dépenser énormément, mais j'avais besoin de m'acheter une paire de claquettes, j'ai pu me les acheter. Voilà. Ça paraît bête, mais c'est pas plus que ça. Il ne faut pas croire qu'ils veulent mener la grande vie.
Certains, si. Les gros bonnets, si. Les gros bonnets, oui, mais je travaille pas avec les gros bonnets. Moi, nous, on fait un travail de prévention. On travaille avec des jeunes, j'ai envie de dire, avant que malheureusement ils chutent trop loin. J'en ai connu qui sont tombés vraiment dedans, qui l'ont payé très cher, très très cher, en prison et autres, et qui pour autant m'appellent encore. Ils se souviennent que quelque part, il y a le père Philippe qui s'occupait de moi et qui est toujours là, malgré la prison, etc. Mais parler de la prison, moi, ça m'intrigue, ça. Oui. Dans la mentalité de ces jeunes, passer par la case prison, c'est une honte, on s'est fait prendre, ou il y a un côté rite initiatique et un peu fierté? il y a un peu les deux, je pense. Il faudrait leur poser la question à eux. Je Ah n'espère ouais, pas un vous jour en avez d'ailleurs de parlé, faire... vous en avez parlé avec eux, non? Je rêve de faire un jour une émission avec des jeunes présents. Ça, on en avait parlé, mais c'est à la fois une honte parce qu'il ne faut pas croire que ce soit une fierté. C'est pas vrai. Même si ils vont se donner l'apparence que ça leur fait rien, qu'ils sont, voilà, c'est des petits caïds, ils vont en prison. Oui, ça c'est l'extérieur. Au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas le cas. Parce qu'en prison, il y a beaucoup de violence, il y a quand même beaucoup de solitude. Et quand les jeunes qui ont fait de la prison t'en parlent, en général, ils ne s'en glorifient pas. Ils te disent, tu sais, la prison, c'est pas facile, il faut s'imposer. Si tu te fais marcher dessus, c'est fini. Tu deviens rien du tout de tout le monde. Donc, il faut avoir du tempérament. Voilà. Les codes de la rue, tu les retrouves à la prison. Tout ce qui se vit au quartier, finalement, malheureusement, se retrouve dans la prison. On ne balance pas, voilà, les petits trafics entre eux, ça existe toujours. Mais au fond, l'immense majorité de ces jeunes, et ça j'en suis témoin, ne veulent pas de ça et ils veulent quitter ça. Ils n'ont qu'un rêve, c'est de quitter ça. Ils ne veulent pas rester dans ce monde-là de trafic, de violence. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'immense majorité, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais l'immense majorité, c'est pas le cas. Sauf qu'ils n'ont pas, sans doute, trouvé sur leur route les éléments ou les personnes qui leur fassent dire ou croire « je peux réellement y arriver, je peux sortir de ça ». Il suffit souvent de pas plus que ça. J'ai trouvé sur ma route là où les personnes qui me font prendre conscience que là, peut-être j'ai une chance. Une main tendue, voilà. La main tendue. Il manque seulement ça. Il y aurait des centres plus nombreux dans les quartiers, dans nos villes. Parce qu'il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Selon vous, ce que vous avez créé, ces centres d'accueil pour ces jeunes-là, il n'y en a pas assez. Il y en a. Il y a des choses extraordinaires dans les quartiers de Marseille. Il y a des centres qui font des choses fantastiques, mais fantastiques avec les jeunes, partout. Comme il doit y en avoir à Lyon, il y en a à Paris, partout. Il n'y en aura jamais assez parce qu'il faudrait multiplier les éducateurs. Et quand je dis éducateurs, c'est pas simplement des mecs ou des femmes qui ont des diplômes. Ça ne fait pas tout le diplôme. Le diplôme, ça te permet de travailler dans un cadre professionnel, ok, d'avoir une structure de pensée, de réflexion. C'est important. Mais si tu fais juste ton boulot de telle heure à telle heure terminé, puis après je suis RTT, c'est pas la peine. Il faut être disponible. Il faut que dans ton regard, dans tes paroles, dans ce que tu vas mettre en place, le jeune sente une sécurité, un cadre et quelqu'un qui croit en toi. Quelqu'un qui croit en toi. Je suis sûr que tu vaux mieux que ça. Pas besoin de le lui dire. Il faut le dire de temps en temps, mais le jeune le capte tout de suite parce que ces mecs-là, ils voient dans tes yeux qui tu es. Mais justement, quelle attitude juste avoir avec ces jeunes-là? Vous dites qu'il faut avoir de la fermeté et de la douceur, Oui. les deux. Parce que on a aussi les caricatures des éducateurs qui vont déculpabiliser ces jeunes, dire « Oh, mais les pauvres, ils sont comme ça parce que la société les marginalise et il faut les aider, il faut les emmener dans les camps. » Enfin, vous voyez, toutes les images qu'on peut avoir aussi caricaturales, peut-être, mais pas toujours fausses, d'éducs qui sont très sympas avec ces jeunes et c'est les pauvres victimes de la société. Vous dites quoi? Moi, je dis qu'il faut avoir un regard juste, ni trop dur, ni trop gentil. Il faut une bienveillance. Il faut une bienveillance de base. C'est le fondement. C'est un fondement. Une bienveillance lucide, pas naïve. On n'est pas, comme on l'a dit, dans le monde des bisounours. Et en même temps, c'est pas non plus si terrible qu'on l'imagine. Vraiment. On s'imagine les quartiers. Non, c'est un monde, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, d'énormément de solidarité, énormément d'humanité, d'amitié, ça c'est vrai. Tu n'imagines pas comment ces mecs sont capables de se retrousser les manches, de donner leur chemise, encore qu'ils n'ont pas de chemise, mais enfin façon de parler, pour quelqu'un qui est dans la merde. La semaine dernière, des jeunes m'appellent, m'ont dit, tu sais Philippe, il y a un gars de 20 ans qui est dans un garage, il est dehors, il faudrait qu'on l'aide. Voilà des choses comme ça. Qu'est-ce qui les pousse à le faire? Dans nos propres parois, je ne trouve pas toujours cette attitude-là. Et ces mecs-là ont le souci. Il y a un mec de 20 ans, on ne le connaît pas, c'est pas un ami, on nous en a parlé. Ils font pas partie de leur bande. Non, non. C'est un gars de la rue, ils ont vu le type dans la rue. Et le gars, tu comprends, moi j'étais à la rue, je sais ce que c'est, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce jeune. Waouh.
moi je prends des leçons fantastiques. Donc, une bienveillance lucide. Quand je dis lucide, ça veut dire, ok, la bienveillance, ils ont une humanité magnifique, etc. Et en même temps, soyons clairs, ils ont leurs petits vices de quartier. S'ils peuvent te la mettre à l'envers, ils le feront parce qu'ils vont tester pour voir qui tu es vraiment. Et c'est là que la fermeté s'impose, pas la dureté. Dans mes jeunes années de prêtrise, j'ai compris que c'est pas parce que j'allais gueuler très fort que j'avais forcément plus d'autorité. Mais la fermeté dans tes décisions, c'est très évangélique, hein, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je vois par exemple, je suis au comptoir, pendant les activités, on fait un accueil l'après-midi, les jeunes jouent au billard, au baby-foot. Je suis là, j'observe, je ris, je plaisante avec eux, j'envoie des vannes, je les regarde. Ils sentent cette bienveillance. Alors souvent, ils sont en train de jouer, puis le regard se tourne. Oh Père Philippe, la famille, c'est rigolo. Ça va mon pote, bienveillance. Et puis d'un coup, j'en vois un qui fait une action un peu en douce comme ça, parce que tu sais, il faut avoir l'œil. Hein. Et dis donc mon pote, tu fais quoi là? Non, rien, si mon pote. Je te dis une fois, tu fais le con, 2 fois, tu dégages. Tu viens ici, tu es chez toi, tu sais ce que tu veux, mais ici il y a le respect. T'as pas le respect, c'est terminé mon vieux. Le respect, ils le veulent. Ça prend 30 secondes Thierry, il n'y a pas besoin de faire un esclandre, etc. Si le mec s'y amuse et qu'il insiste, tu le vires. Mais quand ils vous provoquent, parce qu'ils vous ont provoqué parfois. Oui. Hein, maintenant, vous avez de la bouteille, mais au début, j'imagine... J'ai de la bouteille, j'apprends toujours. Ils ont dû vous provoquer. Et puis parfois, il y a eu des moments où vous décrivez dans votre livre, vous avez eu chaud. Hein, oui. Oui, je me suis pris la tête avec certains jeunes parce que bon. Comment vous faites là face à un jeune qui, lui, il est prêt à rentrer dedans parce que les insultes, c'est le quotidien. Après les insultes, c'est le physique. J'ai eu affaire rarement, très rarement. Les gens s'imaginent que c'est la bagarre, etc. Non. Comme je le disais, le respect ne s'impose pas forcément avec les poings ou avec la grosse voix. Mais j'ai eu affaire à des situations où, parce qu'un jeune n'allait pas bien, il se met à insulter tout le monde, donc il t'insulte toi. Peut-être de la même manière dont il insulterait son propre père qui n'est pas là d'ailleurs. Transfert, quoi. Je pense qu'il y a une forme de transfert, absolument. Et là, si tu te laisses faire, t'es foutu. Alors, il n'y a pas de cas de figure. L'éducation, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. C'est beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a pas de recette. Parfois, il faut savoir répondre avec douceur. C'est comme ça que tu vas canaliser le jeune. Ça m'est arrivé. Tu le calmes face à la violence. Je me souviens d'un loulou que je connaissais bien. Je l'ai connu petit, je l'ai vu grandir, ce môme. Je le vois sortir du local au moment où j'arrivais. Il s'était fait virer par l'animateur. Il hurlait sa race, c'est mort, tout ce que tu veux. Pardon pour les auditeurs, mais c'est comme ça. Et encore, je suis gentil. Et je le vois, je le connais bien. Il a insulté tout le monde. Il menaçait. Je venais à mes cousins, j'ai tout cassé, je vais mettre le feu. Ok. Oh, mon pote, j'ai dit que toi, tu vas pas bien. Oh là là, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, j'en ai marre. Calme-toi, mon frère. Allez, viens, on va discuter. Et dans l'instant même, le jeune s'est posé, il m'a expliqué ce qui se passait chez lui, il n'en pouvait plus, il explosait. Donc ça rejaillissait sur tous les autres. J'ai dit, mon pote, quand ça ne va pas, viens parler. C'est pas parce que tu vas gueuler et tout frapper, tu vas fracasser tout le monde que ça va arranger les choses. Une autre fois, c'était tout l'inverse. Un jeune m'avait manqué de respect, il m'avait mal parlé devant tout le monde, il m'avait insulté. Je suis monté dans les tours, j'ai senti la bouffaïs, comme dirait Noël Perna, Mado la niçoise, la bouffaïs, elle m'est montée, je me suis mis devant lui, et puis c'est sorti. Comme lui, il était encore plus belliqueux, il a monté dans les tours aussi, moi encore plus, et au fond de mon cœur, j'ai dit, mon pote, si je me prends un coup de tête, je suis mort. Je priais ma race, tu peux pas savoir, je dis, Seigneur, protège-moi, parce que moi, je me suis jamais battu, pour te dire. Je ne me suis jamais battu. J'avais eu besoin de... Jusqu'à aujourd'hui, non, et heureusement, parce qu'à mon avis, je sortirais pas vainqueur. Donc il vaudrait mieux pas. Et c'est pas ma force. Il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Je suis plus de la pédagogie, de la patience. Je le dis bien avec la fermeté nécessaire, mais la patience, la tolérance, la bienveillance, que à tout prix, les cris, d'autres seront d'excellents éducateurs avec ces méthodes-là. J'ai eu un jour, pendant 16 jours qu'on faisait dans les Alpes, il y avait un autre camp de jeunes à côté de nous, et 2 éducateurs qui n'arrêtaient pas de gueuler sur leurs jeunes. Non, je te préviens, je te casse la gueule, etc. C'est sûr, les jeunes se tenaient à carreau. Hein. Mais bon, on s'est regardé avec l'équipe et on s'est dit, est-ce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner? Est-ce qu'il faut à tout prix leur parler comme ça pour être sûr d'avoir l'autorité? J'en suis pas certain. On fait des camps chaque année et honnêtement, il y a toujours des petites choses à régler. Mais je n'ai jamais eu à me plaindre de gros soucis avec nos jeunes
Peut-être aussi parce qu'on est un peu sélectif et que le jeune qui ne se comporte pas comme il faut, qui n'a pas le respect, d'emblée je lui dis que mon pote, moi je ne t'emmène pas en séjour parce que tu vas faire n'importe quoi. Mais si tu verras, non, je verrai pas. Tant que je vois pas au quotidien ton comportement changer, je ne t'emmène pas. Montre-moi tous les jours que je peux te faire confiance et là, peut-être qu'effectivement, je pourrais te faire bénéficier des activités et des sorties. Visage, Thierry Lyonnais. Père Philippe, je le rappelle, vous vous occupez de jeunes comme éducateurs, comme prêtres et comme éducateurs, des jeunes des quartiers chauds, comme on dit, des jeunes des cités. Vous avez publié ce livre, Cité du cœur, aux éditions Salvator. J'aimerais qu'on aborde la question des bandes aujourd'hui. Vous nous aidiez à comprendre pourquoi ces jeunes des cités fonctionnent en bande. On entend régulièrement parler de guerre de bandes ou de conflits entre les bandes. D'abord, pourquoi les jeunes fonctionnent-ils en bande dans ces quartiers ? C'est très humain. On a tous besoin, je pense, de s'identifier à un groupe, à un style, d'avoir une appartenance. Donc c'est naturel. Je vois personne fonctionner tout seul. Il y a le monde des médias dont tu fais partie. Il y a des milieux. Même dans les milieux les plus hauts, il y a des milieux. Eh bien, le jeune a besoin de s'identifier à d'autres jeunes qui sont comme une sorte de famille d'adoption. C'est pour pallier au manque des familles ou aux fragilités des familles dont on parlait tout à l'heure ? D'une certaine mesure, oui, pas seulement, puisque n'importe quel jeune, même les jeunes qui ont des familles, on va dire, bien sous tout rapport, auront besoin aussi d'une bande de copains avec lesquels ils s'identifient, pour faire du VTT, pour faire du skate, pour faire autre chose. Donc dans les meilleurs milieux, là où il y a le moins de problèmes, les jeunes ont besoin aussi de bandes auxquelles ils s'identifient, de modèles, de codes qui leur permettent d'appartenir à un groupe. C'est humain, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'ils s'habillent de la même manière, qu'ils écoutent les mêmes musiques. De fait, cette musique, elle est l'expression aussi d'une violence, d'un manque de rêves aussi, qui s'expriment de manière brutale, c'est vrai, mais ce sont aussi les rêves de ces jeunes. Et ils s'identifient parce que ceux qui font cette musique, les rappeurs ou autres, je suis pas toujours d'accord avec tous les contenus au niveau des paroles, mais ça on pourra en discuter. Mais elle exprime toute une génération qui du coup va se solidariser dans leur souffrance, parce qu'ils vivent la même souffrance. Un jour, je parlais avec deux jeunes là sur un texte de rap. On écoutait dans la voiture pendant une sortie, et j'ai dit, mais les mecs, ils parlent que de fric, sans arrêt, la maille, etc. Ils parlent que d'argent, et puis dans les clips, je t'en parle même pas. Et moi, ça me gonflait. Je dis, ils n'ont pas autre chose à dire aux jeunes, les rappeurs, là, que de parler de fric sans arrêt, comme si c'était ça la vie. Et le jeune m'a dit, oui, mais tu comprends, lui qui fait la musique, là, qui vient de tel quartier de Paris, etc., il a vécu la galère tout le temps. Il a vu sa mère trimer, pas d'argent, ce que je vous disais tout à l'heure. Pas de quoi manger, tu veux t'acheter un truc, tu peux pas. Voilà, t'es toujours. Alors, vis-à-vis des autres, t'as pas la dernière paire de trucs, t'as pas le dernier téléphone, alors tu passes pour un con parce que. Tu comprends, lui, dans ce qu'il va dire, dans ses paroles, il va exprimer ça. Ben, son rêve à lui, c'est d'avoir une super baraque avec le yacht, les bagnoles, tout ça, voilà. Le RS, comme si c'était ça l'idéal d'une vie. Ce n'est pas l'idéal d'une vie. Mais pour eux, c'est ça, non ? Mais lui, pauvre de quartier, qui a toujours vécu la misère, la galère, le quartier, aucun autre horizon que les blocs, la cité, le square en bas, les potes, l'escalier, la cage d'ascenseur ou d'escalier qui est pourrie, qui sent mauvais, et pas d'autre horizon que ça. Eh ben, son rêve à lui, c'est d'avoir des millions, les euros, voilà. Alors c'est un rêve complètement fictif. Mais il l'exprime à travers ses paroles. Il m'a dit, tu comprends, c'est ça. C'est vrai, il m'a dit, t'as raison. C'est pas notre idéal d'avoir, forcément, on sera jamais millionnaire, mais on l'exprime comme ça. Voilà notre rêve à nous, pauvres de quartier, qui pourront même pas espérer accéder un jour à un vrai métier, parce que de toute façon, pour nous, ça sera toujours la zone et la galère. Mais dans ces bandes-là, est-ce qu'ils ont une individualité ? Ou est-ce que leur individualité se perd dans le collectif ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Oui, quand même. Ils ont leur tempérament. Alors, il y a des leaders qui s'imposent. Dans un groupe, tu as toujours quelques leaders. Et les suiveurs. Naturellement. Et tu as les suiveurs, qui peut-être peuvent y perdre un peu leur identité, leur individualité, oui. C'est d'autant plus intéressant ta question que, précisément, on essaie de travailler là-dessus. Je pense que vous, en tant que prêtre chrétien, la place de l'individu, de la personne, clairement, est important. Et dans notre local, dans toutes nos activités, chaque jeune accueilli se sent accueilli pour lui-même. Mais c'est un challenge, c'est pas gagné. Et il est unique. Et il est unique. Nous, on le sait. Mais lui, il faut qu'il le découvre. Et pour qu'il s'impose par rapport à d'autres, c'est pas évident. Parce que
quand tu as ces leaders naturels dans un groupe, l'essentiel de notre boulot va être non pas de casser le leader, mais de l'orienter pour qu'il devienne un leader positif. À toi, tu as un bon tempérament, j'ai vu que tu as de l'autorité, tu pourrais nous aider. Le risque étant qu'il se croit au-dessus des autres. Ça, c'est le risque permanent. Ça, je l'ai expérimenté souvent. Quand tu donnes des responsabilités à un jeune, l'écueil, c'est qu'il va se penser que, voilà, sans moi, je suis le boss. Eh ben non, mon pote, tu es au service des autres. J'ai eu à dire un jour à un jeune comme ça, qui se prenait pour... Alors, il était de fait un leader naturel, chef de bande. Et il était musulman. Pas pratiquant, mais enfin, de culture. Je lui dis, tu sais, dans notre religion, nous, le Christ nous apprend que si tu veux être grand, tu dois t'abaisser pour servir les autres. Alors il me regarde un peu interloqué, et je dis, tu sais, tu vois, mon pote, la vraie grandeur d'un homme, c'est pas celui qui se la pète et qui s'impose, qui fait peur aux autres. C'est celui qui est capable de retrousser ses manches pour servir les autres et les aider à grandir. Ça, c'est un homme. Ça, c'est quelqu'un qui porte ses couilles, tu vois. Et là, il m'a regardé, comme il n'était pas con, il m'a dit, putain, c'est vrai ce que tu dis. Effectivement. Tu comprends ça. C'est pas parce que tu fais peur aux autres que les autres, soi-disant, te respectent. Non, ils ont peur de toi. C'est pas la même dans chose. la loi des bandes, c'est pas ça. Non, C'est malheureusement, pas ça. c'est pas ça. Mais nous, on n'est pas infiltrés dans toutes les bandes. On s'occupe d'un groupe de jeunes qui viennent vers nous, à notre petit niveau à nous, comme le font des milliers d'autres gens. Ni plus ni moins. Mais je comprends mieux l'éducateur que vous êtes qui dit l'importance pour nous, si on veut aider un jeune, c'est de comprendre le groupe Oui. auquel il appartient. Il faut prendre le temps de connaître le groupe. Pour bien accompagner l'individu, il faut comprendre dans quel univers cet individu évolue. C'est pas pour rien que quand un jeune vient souvent vers nous, il vient avec ses copains ou ses copines. S'il vient pas, il va le faire venir rapidement. Donc, automatiquement, il y a une dimension de groupe, de différents groupes, et donc de quartier qui vient s'imposer dans les locaux, d'où le challenge pour nous de maintenir un esprit d'un seul groupe qui mêle les différences. Ça, c'est pas gagné. Hein. On y arrive, mais c'est un gros boulot. Ça demande souvent des réajustements et de la vigilance. Sinon, la loi de quartier s'impose. Un groupe arrive et l'autre s'en va. Non, tout le monde doit pouvoir venir. Mais effectivement, oui, il y a cette dimension de groupe, et il faut la connaître. Donc, prendre le temps de discuter avec les copains, copines, d'aller de temps en temps au quartier avec eux. Quand on les ramène d'une activité, tu ne pars pas tout de suite. Tu discutes, il y en a qui s'allument une clope, alors tu restes un peu avec eux. Donc tu vois dans quel univers ils vivent. Donc d'autres potes qui viennent pas habituellement vont venir te voir. Ah ben moi j'habite là, bon t'es ici et toi tu fais quoi dans la vie, etc. Et tu découvres. Donc tu comprends comment le jeune fonctionne, tu connais le groupe. Et tu es respecté par le groupe. C'est pour mes frères et sœurs d'une autre mère. On a acquis le statut de famille. Mon rêve a toujours couvert mes arrières. Je continuerai de mentir à sa petite amie. Ma mère peut l'engueuler comme si c'était son fils. S'il se tape, je vais sauter d'office dans la mêlée. Ouais, même si mes habits coûtent cher, c'est la même. Même si c'est lui qui a cherché la merde. C'est vrai qu'il est pas réaliste. J'ai les boules de le voir. Décevoir ses rendre pas et perdre son temps. On est 30 sur la liste. On déboule devant la boîte. Y'en a un qui rentre pas. Personne rentre. Tu le seul à te voir quand t'as pas les cheveux lissés. Notre équipe était massive au lycée. Et tu le sais, dans mon équipe, y'avait quasiment que des têtes cramées. J'étais celui qu'on envoyait pour paraître civilisé. Les urgences, des mariages, des naissances, des procès, des nuits blanches et des micro-siestes. Tous mes amis en ont dans le ventre, mais ça ne se voit pas comme un déni de grossesse. C'est pour mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, hey, je te parle de mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Les traîtres ou les fuck. Père Philippe, avec ces jeunes-là qui, vous l'avez dit, souvent la casquette sur la tête, la casquette à l'envers, vous mettez pas de casquette, hein, vous vous déguisez pas. Non. Non, vous êtes vous-même. Surtout pas. Pas de col romain, vous avez juste une petite croix sur votre chemisette, voilà. Et puis ici des TN, hein, des baskets. Oui, chez les TN, bon, ça c'est anecdotique. Parce que. Pour les non-initiés, c'est les baskets des racailles, comme on dit. Oui, hein. Ouais. Oui, de fait. Tu regardes les clips, tu vas dans les quartiers, ils ont tous ça. Ouais. Mais c'est pas pour vous déguiser. C'est certainement pas. C'est un symbole. Non, ça serait absurde. De jouer aux jeunes de quartier, ça serait ridicule. Et les jeunes n'attendent pas ça, surtout pas. Donc ça serait faire le guignol et être ce qu'on n'est pas. Donc il faut être soi-même. On l'a dit tout à l'heure, mais il faut être soi-même. Mais un jour, ces jeunes m'ont dit, Père Philippe, il faut que tu représentes. Et je dis, c'est-à-dire, il faut que tu sois un peu. Voilà, tu es dans le quartier, j'avais des pompes à l'époque complètement classiques. Et je dis, mais moi, je voudrais bien une paire de TN comme vous, mais ça coûte la peau des fesses, j'ai pas un rond, je vais pas mettre 160 € dans une paire. Alors, eux, ils les ont en affaires, hein, je t'explique. Pas forcément malhonnête, attention. Mais des fois, c'est des fausses paires. Enfin, il y a tout un truc. Et le soir de mon anniversaire, c'était au mois de juin, j'ai fait une soirée sur une plage. Ils s'étaient cotisés
Et au fond d'un énorme carton avec plein de bêtises dedans, il y avait une paire de TN, c'était ma première paire. J'ai dit, écoutez les gars, vous êtes super, à partir d'aujourd'hui, j'aurai toujours cette paire avec moi, ça veut dire, vous êtes avec moi quoi qu'il arrive. Quand je célèbre la messe, vous êtes dans mon cœur, quoi qu'il arrive, vous êtes là. Et les gens le remarquent, t'as vu le prêtre sous l'aube, il a les TN. C'est rigolo. C'est aussi un signe important. Alors, on a démarré la conversation des TN sur la question de casquette. Vous portez pas de casquette, mais vous avez 2 casquettes. Vous avez la casquette de l'éducateur et la casquette du prêtre. Oui. C'est une seule et même casquette ou ce sont 2 casquettes différentes? Je suis prêtre d'abord. Prêtre, c'est mon identité, c'est pas un job. Je suis prêtre, je suis même quand je suis en vacances, quand je me balade seul dans les calanques, quand je fais de la plongée sous-marine parce que c'est ma passion, je reste prêtre. On n'est pas prêtre que de telle heure à telle heure. C'est bien autre chose, la vocation du prêtre. Donc ça, c'est important. Et les gens avec qui je travaille ne sont pas dupes, même les laïcs, les athées me le disent. On sait très bien que vous êtes portés par la foi. Et tant mieux. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien définir le cadre. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Lorsque je suis éducateur, je suis éducateur. Je suis au service de l'homme. Voilà. Sous toutes ses formes, qu'il soit musulman, athée, de couleur, qu'importe. Juif, gitan, parce que là, vous avez tout ça. Absolument. Je vous ai marré un jeune l'autre jour, parce qu'on regardait les jeunes qui étaient présents, et je lui dis, tu as vu dans notre local, ce qui est marrant quand même, il y a des rebeux, des gitans, des paillots. Les paillots, c'est les petits blancs dans le langage du quartier. Et ça marche. Et les jeunes ont éclaté de rire, ils me disent, mais c'est vrai, on s'entend bien, il n'y a pas... Les barrières, elles tombent. Oui, les barrières, elles tombent. Uniquement dans votre foyer ou aussi dans elles tombent aussi dans les quartiers. Étonnamment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas tant de communautarisme que ça. Au niveau des jeunes, je parle. Dans les bandes de jeunes que je côtoie, ils ne sont pas entre religions ou entre cultures. Il y a des jeunes gitans avec des jeunes maghrébins et des jeunes... Ils s'entendent, tant qu'il y a du respect. Ça aussi, c'est une école, le respect. Donc, je suis prêtre dans mon essence, et c'est important, c'est-à-dire qu'ils le savent. Je ne cache pas mon identité. Et vous ne cherchez pas à les convertir? Je ne cherche pas à les convertir, bien que nombreux soient ceux qui me posent des questions. Et que certains ont fait du chemin dans la foi à travers la relation qu'ils ont eue avec moi et avec l'équipe d'éducateurs. Et quelle que soit leur religion? Quelle que soit leur religion. Mais ce n'est pas venu de moi. Si on était interpellé par quelque chose, une gratuité, une sincérité, une vérité de vie, voilà, avec les défauts qu'on a, on n'est pas des surhommes, mais on essaye d'être fidèle à ce que l'on dit. Et ça parle pour eux, parce qu'ils ne s'y trompent pas. Donc ils me posent des questions, comment tu pries, etc. Pourquoi tu fais ça? Comment tu as décidé d'être prêtre, etc. Ensuite, le cadre est posé, je travaille des institutions. Donc les gens savent qui je suis, Père Philippe, j'ai ma petite croix, je ne renie pas mon identité, mais je suis éducateur. Donc je travaille avec d'autres éducateurs pour aider ces jeunes à grandir humainement d'abord. Et c'est l'évangile. Et pour ces jeunes des banlieues, est-ce que la religion est importante? Est-ce que les jeunes musulmans, pour eux, c'est important d'être musulmans? Est-ce que pour les jeunes gitans, c'est important d'être chrétiens? Beaucoup sont évangéliques. Est-ce que pour les jeunes blancs, je ne sais pas comment vous avez dit, les paillots, c'est péjoratif, on s'entend bien. Les paillots, eux, ils sont chrétiens ou pas? Voilà. Est-ce que la religion est importante pour eux? Oui, elle est importante. Surtout chez les jeunes musulmans ou gitans, qui ont une forte identité communautaire quand même. Ils s'entendent bien entre eux, encore que dans certains quartiers c'est compliqué. Mais ceux que je côtoie en tout cas s'entendent bien entre eux. Mais le ramadan, c'est important. La prière pour certains, pas tous. Certains ne le vivent pas, la prière musulmane. C'est comme les jeunes chrétiens, il ne faut pas croire qu'ils sont tout le temps à la messe. C'est la même chose, les jeunes musulmans ne sont pas tous à la mosquée, loin de là. Mais leur identité musulmane, elle est importante. Et ça, vous côtoyez, c'est un islam qui tend vers l'intolérance? Non, vraiment non. Non. Je pense que l'islam intolérant ne va pas venir naturellement vers nous. Donc c'est-à-dire que vous les côtoyez pas. Et puis ces jeunes-là, ils vont pas venir dans votre foyer parce qu'ils savent que c'est tenu par un prêtre. Ça m'étonnerait. Voilà. Mais on n'en côtoie pas tant que ça en réalité. Là aussi, il y a beaucoup de clichés. C'est une réalité. Pareil, ne tombons pas dans le gentil, tout va bien. Non, il y a un communautarisme prosélyte, etc. Ça existe. Mais les jeunes avec qui nous travaillons, nous, sont des jeunes qui ont envie d'être avec nous. Donc ils sont pas dans cet état d'esprit. Mais la religion compte pour eux. Quand on fait des séjours ou des repas, on veille à ce que la nourriture soit halal. Je ne sais pas si se prononce bien, mais voilà. C'est important. Nous, chrétiens, on s'en fout. Et moi, je suis libre avec la nourriture. Donc manger halal ou pas, qu'importe. Puisque Dieu nous a dit, tu peux manger de tout.
Mais j'ai en face de moi quelqu'un qui, dans sa religion, a cet enseignement. Nous, on veut que la nourriture soit bénie de telle manière. Ok. Et on lui montre l'emballage. Regarde, tu vois, voilà. C'est important, de manière à ce que tout le monde se sente... voilà. Qu'est-ce que vous voulez fondamentalement apporter à ces jeunes que vous côtoyez, que vous accueillez ici à Istres dans votre association Jeunes et Solidaires? Les voir devenir des hommes et des femmes vrais, libres. Notre bonheur, on est une petite équipe, hein. Je ne suis pas tout seul, on est une petite équipe de bénévoles et de professionnels. Notre bonheur, on en reparle souvent, c'est quand l'un ou l'autre nous dit tu sais, j'ai trouvé une formation, tu sais, ça y est, j'ai mon appart, tu sais, ça y est, j'ai un boulot à la rentrée, tu sais, j'ai arrêté de fumer. C'est un bonheur fantastique. Une question me revient souvent, pas plus tard que cette semaine, c'est très drôle. C'est un petit gitan qui me l'a posé d'ailleurs. Il a 16 ans, il me dit mais Père Philippe, t'es payé combien pour t'occuper de nous? Alors moi je me marre quand j'entends ça. Je dis mais rien du tout, je suis pas payé. Mais comment ça t'es pas payé? Mais comment tu vis? Je dis j'ai une indemnité que l'Église me donne, mais je ne suis pas payé pour faire ce que je fais avec vous. Ah bon? Je dis non, mon salaire c'est vous. Oh là il y a un blanc. Comment ça? Ben oui, quand je vous vois devenir des types formidables, ce que vous êtes déjà, mais je vous vois grandir, avancer dans la vie, faire des bons choix, devenir meilleur, partager des belles choses entre vous. Mais c'est fantastique, mon pote. Je me lève le matin, mon cœur est rempli de bonheur. C'est du soleil dans ma vie. C'est extraordinaire. C'est le plus beau des salaires. Et je leur dis tel quel, hein, comme je te le dis maintenant. J'ai dit, tous les millions du monde ne remplaceront jamais ça. Et c'est ma vie. Et elle est extraordinaire. Et là, les gars qui parlent que business tout le temps, etc., ils sont stupéfaits. Je le vois dans leurs yeux, ils le disent entre eux. Oh, dis donc, ça, c'est la famille. Hein. C'est la famille, ça revient souvent. Hein. C'est la famille, ça veut dire, waouh, je suis impressionné. Ce sont d'autres valeurs. Voilà. Cette dimension-là, et là aussi, mon sacerdoce, il compte. C'est la dimension humaine et la dimension de foi qui m'anime. Je ne parlerai peut-être pas comme ça, j'ai été salarié, et que voilà. Encore qu'on peut être un excellent salarié et faire les choses avec son cœur. Je connais des éducateurs qui ont une fibre absolument magnifique et qui ne compteront pas leurs heures ni leur salaire pour aider un jeune en difficulté. Donc ce qu'on fait n'est pas exceptionnel. Peut-être qu'on a les mots pour le dire, mais d'autres le font et sans doute bien mieux que nous. Père Philippe, j'ai entendu votre message. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir quelques jeunes pour discuter autour de ce micro une autre fois. Ça serait une autre émission. Mais en tous les cas, merci de votre accueil ici, chez vous, à Istres, tout près du foyer dont vous vous occupez avec tous ces jeunes. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé en lisant votre livre, que je recommande, Cité du cœur, avec les jeunes de la rue aux éditions Salvator, vous dites, serais-tu meilleur que lui si tu avais connu la violence, l'alcool, la drogue à la maison? Je crois que c'est bon de se poser cette question. Comment serions-nous si on était nés dans les mêmes familles que bien de ces jeunes? Absolument. Et tu vois, en t'écoutant, je repense à mes parents, dont tu parlais en début de l'interview, mais je crois que j'ai hérité ça de mon père et de ma mère. Mon père était un homme qui parlait peu, mais quand il me regardait, il s'émerveillait. Il était dur parfois, mais il avait ce regard-là. Et j'ai vu, sans le savoir, le regard de Dieu à travers lui. Et ma mère, pareil, cette bonté, cette douceur, cette patience, qu'aujourd'hui nous sommes amenés à redonner à des jeunes qui en manquent tellement. Et finalement, c'est ce qui m'a fait grandir. Et aujourd'hui, c'est sans doute de cela dont ils ont besoin. Ils peuvent se découvrir meilleurs à travers cette patience, cette bienveillance, ce regard différent qui te rend meilleur. Merci beaucoup, Père Philippe. Merci à toi. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais. Assistante de production, Sabine Franco. Réalisation technique, Philippe Faure.